Bonjour à tous. Quel candidat remportera la bataille des abîmes dans la première circonscription? Faut-il parler de primaire au sein de la majorité municipale abîmienne? Pourquoi Alix Nabajot a-t-il décidé de briguer lui aussi les suffrages des électeurs? Alix Nabajot, candidat aux législatives dans la première circonscription, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Alix Nabajot. Bonjour Thierry Fendéré. Il se dit aux abîmes que rien n'aurait pu vous dissuader d'être candidat à ces élections législatives dans la première circonscription. C'est la réalité? Écoutez, au départ, ça a toujours été, en tout cas l'une de mes intentions. J'avais été approché par des camarades militants de la FRAPP, des Abîmiens, des Mornaliens qui très tôt sont venus me voir en me demandant de me porter candidat à ces élections. Et donc j'ai rencontré le président de la FRAPP, nous nous sommes rencontrés tous les deux pour que je puisse lui faire part en tout cas de ce souhait populaire que je puisse briguer ce mandat de député. Et donc à partir de cet instant, dès lors que j'ai su qu'il y avait d'autres collègues de la majorité qui souhaitaient eux aussi être présents à ces échéances, je lui ai dit que de toutes les façons, si on devait avoir des primaires au sein de la FRAPP, que je m'y soumettrais, puisque je l'ai fait en 2017 lorsqu'il il s'agit de pouvoir faire une compétition tout au moins avec Rosan Rosuel et d'autres collègues, Eddy Chateaubon qui étaient présents, qui se sont soumis à ces primaires de la FRAPP. Et donc c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire, puisque je dis avant d'être élu, on est militant. Et donc j'ai cette culture militante qui consiste à me soumettre à des primaires et laisser les militants s'exprimer. Cette fois-ci, nous nous sommes rencontrés avec le président de la FRAPP et mon collègue Dominique Biras. Donc il y a deux scénarios qui avaient été proposés. La première, c'est qu'un candidat désiste en faveur de l'autre. Et le second scénario, c'est que nous étions trois candidats issus de la majorité municipale et que celui des trois qui virait en tête au premier tour aurait le soutien et le renfort de la majorité et de la FRAPP, puisque vous aurez observé que la FRAPP, en tout cas, ne soutient pas de candidat. C'est le maire, président de Cap Excellence, président de la FRAPP, Éric Jalton, qui est mon leader, je le rappelle, puisqu'il n'y a aucune hostilité ou d'animosité entre nous, et donc qui nous a proposé, en tout cas, le scénario de cette primaire populaire, pour reprendre un peu son terme. Et donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que je suis présent à ces élections pour convaincre, pour rassembler et pour montrer que je suis le candidat qui peut jouer un rôle au niveau de cette circonscription. Donc une primaire populaire, ça évite de trancher. Écoutez, il dit qu'il donne son soutien personnel, son soutien amical à Dominique Biras, ce que je peux entendre. Le contraire, en tout cas, m'aurait surpris. Si c'est son ami, c'est son choix que j'accepte. Pour autant, aujourd'hui, il faut maintenant qu'on puisse aller sur le terrain, convaincre. Et celui qui est le plus armé pour tenter de convaincre les habitants de la circonscription, eh bien, le peuple va trancher, la population. Moi, je dis aujourd'hui, il n'y a qu'une investiture, en tout cas, qui m'attire, c'est celle de la population qui reste souveraine. Donc, à charge pour chacun de démontrer qu'il est en capacité. Moi, je sais qu'aujourd'hui, d'après mon parcours, je suis rentré en politique en 2004, j'ai fait 12 ans de région aux côtés de Victorin Lurel. Aujourd'hui, je suis élu dans la majorité d'Éric Jalton depuis 2014, donc je suis là, je chemine. Je me suis mis à disposition des collègues de mon maire et aujourd'hui, je dis que je peux aller plus loin, je peux porter aussi ma pierre à l'édifice et c'est dans cet esprit que je souhaite en tout cas aller voir les habitants de cette circonscription pour leur dire qu'il y a des personnalités qui ont un potentiel et qui peuvent exercer la fonction de parlementaire et porter haut les besoins et les réalités du territoire au niveau de cette circonscription. Candidat donc envers et contre tout et contre tous, il s'agit aussi pour vous de prendre date pour la suite? Alors là, non, je ne suis du tout pas dans ce schéma, même si on me prête quelques intentions. J'ai déjà entendu par-ci, entendu par-ci et par-là que si je suis député, que je viendrai contre mon maire, alors que je lui ai déjà donné ma parole, puisque je tiens à la parole donnée, que s'il est candidat à ces échéances municipales en 2026, que je resterai dans sa majorité. Et de plus, je vous fais part d'un scoop. S'il y a une personne qui m'avait demandé d'être candidat à ces élections, c'était Madame Feu Mona Jalton. Et je lui ai fait la promesse
de rester dans une forme d'unité avec son fils Éric, puisque nos deux pères se sont affrontés. Je crois que j'ai emmené, en tout cas, la réconciliation des deux familles lors de ces échéances de 2014, et je me vois mal aujourd'hui rompre cette promesse, cet engagement que j'ai eu à faire à Madame Jalton, et donc j'irai au bout de cette démarche pour au moins garantir cette promesse pour honorer sa mémoire. L'issue de la bataille des abîmes fera la décision dans ce scrutin. Vous jouez gros dans l'affaire, peut-être même une partie de votre avenir politique, non? Bon, écoutez, si on considère qu'on doit emmener les choses sur ce terrain-là, en tout cas, moi, ce n'est pas ma posture. Je dis qu'aujourd'hui, on a acté avec les candidats issus de la majorité, on a un accord. Moi, je reste sur la base de cet accord. L'accord consiste à ce que le premier qui sortira en tête des urnes, eh bien, aura la majorité des militants et de la majorité des élus. Donc moi je m'en tiens à ça, je suis soucieux du respect de la parole donnée, et j'ose espérer que si je suis des trois élus de la majorité, celui qui sort en tête, eh bien que mes collègues et les militants de la FRAPP pourront sereinement me rejoindre de façon à ce que nous puissions prendre une option sérieuse sur cette élection. Sur quoi repose la légitimité que vous revendiquez, Alix Nabajot? Ben écoutez, elle est sur la base d'une difficulté à laquelle aujourd'hui nos compatriotes sont confrontés. Depuis un certain nombre de temps, j'observe un petit peu le paysage politique, économique, social, culturel, sportif, artisanal, et on ne peut pas rester insensible à tous ces mots, à tous ces cris. Les dernières récentes élections présidentielles ont donné une indication, et je considère que ce résultat, c'est vraiment un signal fort qui a été donné à la classe politique, et on se doit d'entendre ce cri. Et donc à partir de ça, on doit être à la disposition des Guadeloupéens. Moi, quand je parcours la circonscription, j'ai été à Marie-Galante, échanger avec les Marie-Galantais, quel que soit leur secteur d'activité. Quand vous avez des agriculteurs qui vous disent qu'ils n'ont pas la ressource principale pour leur permettre de pouvoir faire leur travail d'exploitant agricole, l'eau. Ils n'ont pas d'eau parce qu'ils sont en train de pomper dans des mares. Les mares s'assèchent, et aujourd'hui, Marie-Galante est confrontée par justement un souci d'eau de pluie. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils font le constat de leurs difficultés, mais ils font des propositions. Et donc, il y a deux propositions qui viennent, en tout cas, sur la table. C'est de la retenue d'eau ou encore l'usine de dessalement d'eau de mer. Donc, ça permettrait à ces agriculteurs de pouvoir avoir la possibilité de continuer à exploiter. Et je serais même tenté de dire que nous, les Guadeloupéens, nous avons suffisamment bénéficié, nous avons quelque part pioché dans l'économie marie-galantaise, puisqu'ils ont sorti des hommes de talent dans tous les secteurs. On a profité, on va dire, des talents marie-galantais. On se doit aujourd'hui de leur redonner ce qu'on leur a pris. Et c'est autant valable pour un port comme Folens. C'est le port qui est aujourd'hui le port le mieux armé pour que les bateaux puissent accoster. Et de la Caraïbe, ça suppose que c'est un port qui peut accueillir des bateaux de croisière. Alors vous imaginez tout ce qui se fait à Marie-Galante au-delà, effectivement, des événements majeurs, le Terre de Blues ou le Tour de Marie-Galante, de pouvoir faire accoster des bateaux de croisière au port de Folens, c'est de ramener de l'activité à Marie-Galante. Ça suppose aussi qu'il y ait un hôpital digne de ce nom qui soit en mesure d'accueillir un touriste qui serait confronté à une difficulté. La piste de l'aéroport vient d'être faite, donc il faut réouvrir l'aéroport. Il faut redonner à Marie-Galante sa lettre de noblesse. Il y a effectivement à Marie-Galante un label Pays de Marie-Galante qui avait été initié il y a de cela quelques temps. Il faut qu'on puisse aussi s'orienter vers la continuité territoriale, mais pas que pour le maritime, mais la continuité territoriale économique, culturelle, sportive. C'est vraiment toute une dynamique qu'il faut mettre à la disposition des Marie-Galantais, qui sont des gens volontaires, qui ne se plaignent pas parce qu'ils ne bénéficient pas d'aide de l'État ou de l'Europe. Ils sont valeureux, ils travaillent la terre. Ce sont des gens qui vraiment s'investissent pour que Marie-Galante ne soit pas envahie. On se doit
droit de répondre en tout cas à ces attentes-là. Et ce qu'ils me disent, c'est que très souvent, vous avez des élus, candidats, parlementaires qui viennent faire leur course à Marie-Galante, qui disparaissent et ensuite, ils ne font même pas de bilan à mi-mandat. Donc je crois qu'il faut prendre un engagement. D'ailleurs, ils m'ont suggéré l'idée d'une charte que je signerai avec eux sur la base de propositions que nous avons conjointement posées sur le marbre. Et moi, je me tiens à la disposition de ces populations qui aujourd'hui ont grand besoin d'un intérêt. Et naturellement, comme j'ai dit au maire de Grandbourg, au maire de Saint-Louis et au maire de Capesterre-Marie-Galante, il ne m'appartient pas aujourd'hui d'être dans les contingences communales. Il y a un espace pour, c'est le conseil municipal. Donc si moi je veux aider les Marie-Galantais, il me faut aujourd'hui rassembler les majorités mais aussi les minorités de chaque collectivité communale. Votre appréciation du bilan du sortant, Olivier Servat, également candidat? Mais écoutez, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui a fait des pieds et des mains pour être intégré à la République en marche. C'est lui qui a emmené le candidat Macron à son chanté Noël, faire du doudouisme. Aujourd'hui, après 5 ans, il a fallu 5 ans à ce député sortant pour observer que Macron, ce n'est pas la personne qui avait les intérêts pour les Outre-mer. Et d'ailleurs, je me réjouis qu'il ait quelque part repris ma proposition qui consiste à dire qu'aujourd'hui, il nous faut rompre avec ces parlementaires insulaires qui vont siéger dans des groupes traditionnels nationaux. Moi, j'ai soumis l'idée d'une plateforme commune avec 4 candidatures, avec une extension sur l'ensemble des DOM. On a recensé plus d'une vingtaine de parlementaires, il faut de 15 pour faire un groupe. Donc moi, je soumets l'idée de créer un groupe des parlementaires des Outre-mer pour gagner notre salut et notre possibilité de faire entendre la voix des Outre-mer au niveau de l'Assemblée nationale. Puisque lorsque vous êtes rattaché au PS, chez les Républicains ou tous les partis qui existent, vous êtes enfermés dans des consignes de groupe. Et très souvent, quand ce sont de lois qui ne correspondent pas aux enjeux des territoires hexagonaux, eh bien nous aussi, on est noyés dans la masse. Donc il faut qu'on puisse, sur des sujets qui rassemblent les Outre-mer, qu'on puisse être écouté et que dorénavant, que ce soit la voix des Outre-mer qui soit entendue au niveau de l'Assemblée nationale. Les principaux axes de votre programme, quels sont-ils ? Alors, il faut effectivement, moi, je ne suis pas un magicien. Je vais bâtir mon projet qui est en train d'être imprimé sur la base de tout ce que j'ai collecté chez les Marie-Galantais, les Mornaliens. Et les pistes que je vous ai données sur le développement économique de Marie-Galante avec le développement que je viens de vous faire, Mornalo aussi doit trouver toute sa part. Nous avons la construction du CHU et donc c'est par le port de Vieux-Bourg qui, historiquement, c'est là où effectivement on faisait rentrer les esclaves. Donc Mornalo doit pouvoir aussi trouver son salut dans le développement et la construction de ce nouveau CHU. Toute cette zone doit être développée. Il faut aussi que les Mornaliens investissent sur des gîtes, sur des logements, puisqu'il va y avoir une possibilité pour eux de faire de la location. Donc je crois que le canal des retours, c'est tout un pan touristique de Mornalo qu'on doit valoriser, qu'on doit accompagner la ville de Mornalo, qui elle aussi, et d'où mon choix d'une suppléance mornalienne pour permettre que Mornalo aussi ait une visibilité. Ça faisait des années que c'est Marie-Galante qui disposait de la suppléance. Et bien aujourd'hui, moi je me suis tourné vers Mornalo parce que des communes comme Marie-Galante, des territoires comme Marie-Galante, comme Mornalo aujourd'hui doivent être accompagnés. Nous, aux Abîmes, on a cette expérience, cette expertise du développement d'un territoire. Il faut qu'on puisse aujourd'hui, fort de cette expérience, mettre à disposition de Marie-Galante, Mornalo et de Pointe-à-Pitre. Candidat donc sans étiquette ? Candidat sans étiquette, puisque je considère aujourd'hui que ce n'est pas la priorité, puisque comme je vous le dis, aujourd'hui un parlementaire qui arrive, puisque j'ai quelques contacts, il faut quand même que je le souligne, avec des candidats guyanais, martiniquais, et qui sont eux aussi, en tout cas en attente qu'il y ait cette initiative de création de groupes parlementaires. Et je me pose la question, pourquoi ça n'a jamais pu voir le jour, puisque c'est que de cette façon que les gouvernements, présidents de République commenceront à avoir une considération nouvelle pour les Outre-mer. Donc il faut en tout cas convaincre que c'est possible, et on n'a pas forcément besoin d'être étiqueté pour cela. Et donc, je me battrai pour, en tout cas, convaincre et démontrer que c'est possible et que si le 11 juin, les électrices et les électeurs de la première circonscription me font confiance, eh bien, j'aurai ma première tâche à contribuer à ce que ce groupe puisse voir le jour. Et qui sont vos soutiens ? Alors, mes soutiens, j'ai l'avantage sur chaque commune d'avoir un comité de soutien. Donc, sur Pointe-à-Pitre, c'est Tania Démocrite qui a été bâtonnière.
aux abîmes, c'est le jeune Jérémy Jalton, puisque c'est pour bien vous montrer que nous avons un lien, la famille Jalton et la famille Nabajot. À Mornalo, Patrick Corneli, qui est un ancien adjoint au maire de Philipson-Francfort. Et sur Marie-Galante, j'ai des personnalités qui me soutiennent, comme M. Féfé Darin, qui est un illustre entrepreneur Marie-Galantais, M. Zélateur, qui lui aussi est un acteur économique à Marie-Galante. Donc je peux vous dire que fort de ces soutiens de personnes qui vous font confiance, vous devez d'être à la hauteur de cette attente qu'on mise sur vous. Et donc je ferai tout, en tout cas pour démontrer que je suis celui qui peut rassembler au-delà des obédiences, au-delà des divisions, au-delà des majorités et des minorités. C'est la circonscription rassemblée à qui j'adresse mon message de voter pour moi et de me rejoindre dans cette belle aventure. Alix Nabajot, merci d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. Merci Thierry Fendéré. Merci à vous de nous avoir suivis. La campagne des législatives continue sur votre chaîne locale.